Les chefs de village et de quartier sont dans les derniers réglages de la célébration, occasion pour notre station régionale d'aller mieux s'imprégner du rôle et place de la chefferie et des autorités traditionnelles dans un pays. C'est une réalisation de Moustapha Doumbia et Taïrou Konati. Prolifération du commerce, donc de l'utilisation des produits stupéfiants à sang, c'est sans compter sur la vigilance de l'Office central des stupéfiants. Antenne de sang, ce dernier a pris les taureaux par les cornes. Il traque sans répit ces dealers de tout acabit et des résultats concrets sont déjà engagés. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans un dossier signé Drissa Kone et Seydou Kamena. Samedi 20h, bonsoir. Et si nous commençons par la découverte de ce nouvel ouvrage, il s'intitule Le choguelisme. Son auteur, Dr Amadou Touré, une contribution de sa part dans la vulgarisation du travail de sensibilisation et d'éveil de conscience de l'homme. Il a été reçu par le chef du gouvernement. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience où il s'est confié à Mamari Kone et Aliou Touré. L'objet de l'interview, c'était la remise officielle d'une publication qui porte le nom du Dr Choguel Kokoromega, un panafricanisme engagé de la pensée politique du Dr Choguel Kokoromega. Donc la publication permet de préciser qu'en plus de la qualité de nécrophonie du Dr Choguel Kokoromega, il reste un brillant intellectuel, un fervent défenseur de la cause du Mali, un panafricanisme engagé. Donc l'œuvre tire sa source de son parcours professionnel, intellectuel et politique. Donc il permet aussi d'établir que la méthode utilisée par le Dr Choguel Kokoromega est une méthode rationnelle qui tire ce principe du principe souverainiste, panafricaniste et surtout patriotique. À l'école de la citoyenneté se poursuit. Ce soir, nous allons apprendre des ministres de l'administration territoriale, des relations avec les institutions et de l'éducation nationale. Tous engagés sur le chantier du Malikoura, ils ont dévoilé les changements et les grandes actions majeures menées au niveau de leur département pour le rayonnement du Mali et le bonheur des Maliens. 200 jeunes de la deuxième cohorte étaient à l'écoute. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Cette initiative salvatrice est le début de solution pour la promotion du Malikoura, parce que tout simplement, elle contribue à un changement de mentalité pour être des citoyens modèles. C'est en ces termes que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, s'est adressé aux jeunes. Le concept à l'école de la citoyenneté est un bon cadre pour échanger avec la jeunesse malienne sur l'évolution du pays. Toutes les explications rationnelles et objectives, bien entendu, leur ont été données. Toutes ces réformes que nous avons menées, aussi bien dans le cadre de la réorganisation administrative, de la bonne gouvernance dans le cadre de la décentralisation, également de l'amélioration de notre système d'état civil, c'est des réformes que nous avons exécutées conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Quant au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, elle s'est apaisantie sur les éléments essentiels pour bâtir un État fort. L'objectif, c'est de miser sur le Mali d'Inkoura pour faciliter l'avènement du Malikoura. Je voudrais qu'ils retiennent toutes les réformes qu'on est en train d'entreprendre et qui concernent en général le système de gouvernance électorale spécifiquement, mais plus généralement le système de gouvernance globale de notre pays. La bonne tenue des examens de fin d'année, les réformes au niveau de l'éducation sont le sujet abordé par le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons passé en revue tout ce qui se fait, tout ce qui s'est entrepris au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je suis satisfait. J'ai parlé de fontaine de jouvence. Là. Je suis venu me ressourcer parmi ces jeunes-là. Je pense que le bien que ça fait, il n'y a pas de mots suffisamment pertinents pour en parler. C'est avec énergie et engagement que les jeunes ont suivi les différents panels. Au dire des ministres, cette initiative est un véritable cadre non seulement pour les participants, mais aussi pour les ministres, d'éclairer la lanterne du public sur les réformes enclenchées pour la construction du Malikoura. Voilà, vous l'aurez compris, c'était avec le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'Éducation nationale et madame le ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles.
Un tour à Sochi où séjourne actuellement une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, aujourd'hui en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique où elle doit participer au nom du Mali. Elle a eu une séance de travail avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, occasion pour les deux parties d'évaluer la coopération bilatérale. Il ressort des échanges, une matérialisation des engagements, une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Je vous invite à écouter le ministre Diop au micro de nos envoyés spéciaux à Sochi, Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. À la conférence ministérielle Russie-Afrique, c'est la délégation malienne qui a eu l'honneur d'ouvrir les échanges directs avec les chefs de la diplomatie russe. Face à face, les deux parties ont évalué les engagements pris dans les domaines politiques, économiques et techniques. Et in fine, l'on note une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Nous avons réitéré à la Fédération de Russie la solidarité entière de ce pays qui fait face à une situation difficile dans sa région, de dire que le Mali est avec la Russie et continuera à lui apporter le soutien nécessaire. Et aussi en retour, nous nous sommes félicités, avons exprimé nos sentiments de reconnaissance à la Fédération de Russie pour tous les soutiens multiples apportés à notre pays, au Conseil de sécurité sur la scène internationale, mais plus concrètement, le travail que nous faisons ensemble pour restaurer la sécurité dans notre pays en renforçant les capacités des forces de défense et de sécurité. À côté de ce grand chantier, il y a aussi naturellement un certain nombre de projets en cours dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement, dans le domaine des télécommunications, des nouvelles technologies, dans le secteur minier. Et sur l'ensemble de ces questions, les entreprises russes sont en train de travailler avec l'État malien et avec des partenaires au niveau du Mali pour apporter des réponses aux préoccupations des Maliens. Les deux parties ont convenu d'accélérer la cadence pour plus d'impact rapide sur ces projets. D'ailleurs, un groupe de travail a été mis en place à cet effet. Sur la question géopolitique et stratégique, la partie russe ne mâche pas ses mots pour dénoncer avec véhémence l'agression du Mali par l'Ukraine. Et elle en appelle à la responsabilité des Nations Unies. Nous avons tous les deux dénoncé cet axe et la Russie naturellement a marqué sa solidarité, son soutien au Mali face à cette agression et aussi à notre demande au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que ce pays soit appelé à assumer ses responsabilités d'État membre des Nations Unies. Naturellement aussi les dynamiques en cours dans notre région avec la Confédération des États du Sahel, dont le Mali assume la présidence, a été aussi un point de discussion. Comment nous allons travailler ensemble pour pouvoir concrétiser cette volonté de nos populations, mais comment aussi nous allons travailler pour pouvoir avoir des relations amicales, fraternelles et de coopération avec tous nos voisins pour pouvoir renforcer la coexistence pacifique. La délégation malienne sort de cette rencontre bilatérale très confiante et rassurée. C'est une nouvelle illustration du partenariat dynamique et sincère entre la Russie et le Mali. Parole des diplomates. Et nous allons bien sûr rester en Russie pour parler à présent de ce thème, Russie-Afrique, la lutte pour la vérité, un thème du panel co-animé cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les échanges ont suscité beaucoup d'intérêt et d'interrogations sur la domination de l'Afrique par un système néocolonialiste. Et des échanges, il ressort que l'Afrique doit se libérer et tracer sa propre voie de développement. Des débats suivis par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. C'est un panel à la fois évocateur et interpellateur. Russie-Afrique, le combat pour la vérité. Thématique développée par 7 panélistes, dont les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À l'unanimité, tous se reconnaissent que l'heure de la vérité a sonné pour l'Afrique. La vérité sur le néocolonialisme et toutes les injustices infligées au continent africain. Il est temps de mettre le holà.
en tout ce qui concerne l'Afrique, ce n'est pas un droit déclaré. L'Afrique a lutté, elle a fait des sacrifices pour arriver à ce droit. L'Union soviétique aussi. Nous nous prononçons toujours pour maintenir la concurrence, la compétition saine. C'est ça la différence de la Russie et des ex-métropoles occidentaux qui essaient d'imposer leurs lois en s'appuyant sur les outils du néocolonialisme. Ils essaient de maintenir leur domination et continuer de traiter l'Afrique comme ça a été fait avant. Quand je dis néocolonialisme, qu'est-ce que j'entends? Les manifestations les plus diverses, idéologiques, politiques et économiques, la manipulation de la conscience des peuples, la provocation des coups d'État et des conflits, imposer des approches destructives, les sabotages informatiques, la pression financière et économique. Et sur les cas spécifiques du Mali et globalement du Sahel, aujourd'hui, la vérité saute à l'œil. Aujourd'hui, le terrorisme, il ne faut pas se voiler la face. On a essayé de nous faire croire que le terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali, le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu, souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes, et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, ils sont partis pour rester. Dans beaucoup de nos pays, on a le franc CFA, la monnaie. Mais c'est une monnaie néocoloniale. Même le nom, c'était à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique. Et maintenant, c'est devenu le franc de la communauté financière africaine. Mais c'est parti pour mieux rester. Aujourd'hui, nos pays sont contrôlés à cause de cela. Alors, face à cette iniquité sans fin, que faut-il faire? La solution, au dire des panélistes, passe par la dénonciation et la création de nouvelles alliances. D'abord par une prise de conscience et une volonté politique. Ceux qui osent dénoncer et remettre en cause le système et faire éclater la vérité, qu'ils soient des activistes, des politiques, des militaires, doivent être protégés, promus ou portés à la tête de nos États. Ensuite, il faut établir une cartographie précise et détaillée de toutes les manœuvres, de toutes les connivences, de tous les pièges du système actuel et définir des réponses à chacun d'entre eux. Avec la Confédération des États du Sahel, nous avons mis en place un nouveau modèle. C'est d'abord une confédération, ce n'est pas une organisation en tant que telle, qui travaille, 1, pour la sécurité, 2, pour l'action diplomatique concertée, et 3, le développement. Le projet créer un espace homogène entre nos populations où nous pouvons travailler à assurer notre autonomie sécuritaire, mais même notre autonomie en matière de développement, et aussi faire en sorte que désormais, nous n'allons pas prendre nos instructions à Paris, à Washington ou ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux, des partenariats sincères, des partenariats gagnant-gagnant, mais nous ne sommes plus dans des dynamiques d'être sous le contrôle des gens. Et certains disent même que, mais pourquoi vous allez vers la Russie, quitter un maître pour aller vers un autre maître? Mais nous avons dit, mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale. Mais ça demande même une décolonisation mentale chez chacun de nous, de comprendre que ces politiques impérialistes et coloniales doivent cesser, mais elles sont là. Et elles veulent s'imposer ces puissances, y compris par la force, y compris par le terrorisme si c'est nécessaire. En tout cas, Russes et Africains sont décidés à mener et gagner ensemble le combat de la vérité à travers la création d'un monde multipolaire. Voilà d'ailleurs tout l'intérêt de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique. Et nous
revenons à l'actualité nationale. Un mot de cette autre rencontre d'envergure qui va se tenir au Mali. Il s'agit de la journée des légitimités traditionnelles. À Sikasso, les chefs de village et de quartier sont dans les derniers réglages de la célébration. Occasion pour notre station régionale d'aller encore mieux s'imprégner du rôle et place de la chefferie et des autorités traditionnelles dans un pays, un rôle que ces chefs de village et de quartier assument avec fierté depuis leur reconnaissance par les autorités, nous disent nos correspondants régionaux Moustapha Doumbia, Taïrou Konaté. Suivons ensemble. La région de Sikasso, comme d'autres localités du pays, accorde une grande importance au système d'administration impliquant les chefferies traditionnelles. Ces chefs traditionnels œuvrent depuis des siècles pour l'apaisement de leur communauté, la promotion de la paix et du vivre ensemble. Pour le cas de Sikasso, l'exercice de la chefferie traditionnelle renvoie à des années 1800. Chaque société est organisée pour gérer les affaires de son milieu. C'est pourquoi il y a eu des chefs un peu partout. Chez nous ici, cette chefferie a commencé par la royauté. C'est des rois qui ont existé ici, dans ce pays-là. Les colonisateurs ont trouvé qu'il y avait une chefferie qui existait ici, c'était la royauté. Maintenant, après la prise de la ville, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, le colonisateur a organisé le commandement à sa manière, à sa façon, pour pouvoir mieux gérer cette société-là. Ce qui fait que, on parle d'autorité traditionnelle, si je peux me le permettre. L'autorité traditionnelle, c'est quoi? Ce sont les chefs de quartier que vous constatez aujourd'hui. On appelle ça autorité traditionnelle. Le vestibule joue encore son rôle dans l'apaisement du climat social. Il intervient dans pas mal de litiges opposant les citoyens. Ceux qui ont contribué à l'affermissement du trône, c'est-à-dire les Berthé, les Sanro marabouts, les Sanro guerriers, les Djamtene, nous retrouvons ici tout le lundi pour gérer les affaires de la société, là, c'est-à-dire si j'ai dit gérer les affaires de la société, c'est parce que nous intervenons dans les conflits qui opposent les uns et les autres dans cette société. Les légitimités traditionnelles sont investies pour les mêmes missions, avec la particularité de travailler main dans la main avec l'administration, une mission que les chefs de village et de quartier assument avec fierté depuis leur reconnaissance officielle par l'État. Vraiment, nous sommes fiers. Et nous avons constaté d'ailleurs qu'il y a un grand changement maintenant, parce qu'on nous donne du respect maintenant. Les gens nous respectent, mais avec les insignes surtout. Donc nous remercions très sincèrement les autorités régionales, les autorités nationales d'abord, ensuite les autorités régionales pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Les autorités d'aujourd'hui ont compris que, alors, pour faire avancer le pays, il faut revoir encore. Les changements, c'est quoi? D'abord, l'insigne même, son sens, c'est le drapeau, les verts, jaunes et rouges. Ça veut dire que ça mérite du respect. Et ce respect-là, je crois que nous l'avons mérité. Et les autorités qui nous ont offert, c'est-à-dire que ce respect, alors nous ne cesserons qu'à les remercier. Les citoyens, dans la grande majorité, saluent la reconnaissance des légitimités traditionnelles par l'État, même si certains pensent qu'il faut sensibiliser davantage ces autorités sur leur rôle. Qu'avant l'arrivée même de l'administration, on gérait nos problèmes nous-mêmes ici, dans les vestibules du chef de village, dans les vestibules de légitimité traditionnelle. Donc je crois que c'était la bonne chose. Au lieu d'aller dans l'administration avec nos parents, en cas de problème, il faut gérer entre vous-même. Je trouve que c'est plus nécessaire. Les chefs de village et de quartier de la région de Sikasso préparent actuellement la célébration de la journée du 11 novembre, une journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles.
À 100, il faut que ça s'arrête. On doit vaille que vaille mettre fin à ce fléau qui commence à gangréner. C'est en tous les cas la conviction affichée par le chef d'antenne de l'Office central des stupéfiants de sang et ses hommes. Ces derniers font face aujourd'hui à un problème de société qui constitue un danger réel pour la santé et une menace sécuritaire. Il s'agit de la prolifération du commerce, donc de l'utilisation des produits stupéfiants à sang. L'Office a pris les taureaux par les cornes. Il traque sans répit ces dealers de tout acabit et des résultats concrets sont déjà engagés. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans ce dossier, signé Dressa Kone et Seydou Kamena. De la première saisie en décembre 2023 à nos jours, plusieurs grossistes de cannabis et psychotropes ont été appréhendés dans la seule ville de San. Nous avons pu saisir 46 266 comprimés, tramadol 220, tramadol 225 et tramadol 250. Et puis encore diazépam, 18 250 comprimés. 52 briques de chanvre indien avec la qualité Skench et plus 102 sachets qu'ils vendent dans les petits sachets à raison de 1000 francs. La venue de l'OCS dans la région des Sangs a été vraiment salutaire. Vous savez bien, c'est un fléau qui mine la société. Et les jeunes s'adonnent beaucoup plus à l'utilisation de ces stupéfiants qui nuisent à leur santé et aussi qui les poussent souvent à des actes de criminalité. Dans la ville de San, tout le temps, on voyait ces jeunes-là. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Ça a même permis à certains d'avoir des problèmes mentaux. La tranche d'âge impliquée dans cette activité illicite de stupéfiants varie entre 18 et 30 ans selon le commissaire Kanté. Face à ces constats alarmants, le Conseil régional de la jeunesse et des Sangs veut prendre les choses en main. Dans cette lutte-là, nous collaborons avec tout le monde, singulièrement avec la jeunesse qui constitue le gros lot de nos délinquants. Les jours à venir, Inch'Allah, on va inviter les chefs d'antenne, que ce soit sur un plateau ou bien mobiliser les jeunes pour la sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Le changement de comportement, c'est ce que aussi nous demandons aux jeunes de San de ne pas aller vers les stupéfiants. Quels qu'en soient les problèmes, quelle qu'en soit la difficulté que nous vivons, cela ne doit pas nous amener à utiliser ces stupéfiants-là. Selon les spécialistes, ces psychotropes qu'on retrouve dans les pharmacies, dont le dosage normal ne dépasse pas les 100 mg, ne sont autorisés que sous prescription des médecins. Et les stupéfiants font partie des médicaments du tableau B dans notre classification pharmaceutique. Et c'est des produits toxiques et qui ont des effets vraiment néfastes sur la santé des gens. Et au niveau de la pharmacie, ils ne sont livrés que sur des ordonnances signées par des médecins. Face à ce danger, de nombreux ouvreurs ne cachent plus leur inquiétude. Nous avons constaté que beaucoup de crimes et beaucoup d'autres actes sont à la base de l'utilisation de ces comprimés-là. Et nous appelons aussi l'attention des parents à s'impliquer beaucoup plus dans la surveillance des enfants et pour les empêcher d'utiliser ces comprimés-là. Les gens doivent même s'enorgueillir parce que à moins d'un an, un service qui fait une telle performance mérite d'être salué, mérite d'être encouragé. Mais j'avoue qu'il y a du boulot à ça. Du boulot, oui, mais impossible n'est pas malien. C'est pourquoi le commissaire divisionnaire de police Sega Kanté et ses hommes ne veulent donner aucune chance aux dealers et leurs acolytes. Nous remercions les plus hautes autorités qui, malgré les difficultés sécuritaires, sont en train de se battre aussi sur ce plan pour empêcher la jeunesse d'aller vers l'utilisation de ces comprimés. Malgré les efforts de l'État malien pour éradiquer le fléau, avec la montée de l'extrémisme violent, si chacun de son côté ne fait pas de cette lutte la sienne, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets.
Contribution de taille à la performance féminine dans un monde de l'information et de la communication. Un pari réussi haut la main par l'organisation La Femme en Moi, après 3 journées d'échange, de partage et surtout d'apprentissage dans un cas riche en découvertes. La première édition des Rencontres colorées Mali est une initiative de notre consoeur Awa Ditma Kamara et de ses membres qui croient fermement au pouvoir de changement de la femme. Compte rendu Awa Adama Koulibaly, Siriki Koulibaly. Au terme des sessions interactives, des travaux de groupe, des cercles de parole et des partages d'expériences, les 20 apprenantes retournent dans leurs différentes localités. Venues étancher leur soif du savoir, elles repartent la tête pleine et les lanternes éclairées. Grâce à La Femme en Moi et grâce à cette rencontre dénommée les Rencontres colorées du Mali, édition 2024, nous avons vraiment appris et nous avons redéfini aussi nos objectifs. En formant des femmes journalistes, des femmes communicatrices, des femmes blogueuses, je pense qu'on donne suffisamment d'armes à ces jeunes demoiselles afin d'être à la hauteur, sinon à hauteur de mission. L'aventure a été alléchante, oui. Et après, comment seront utilisés les acquis? Les ministres Fomba et Maïga accordent une importance particulière à l'après-événement. Mettez-vous en mission. Une des premières missions, c'est la restitution dans votre milieu, dans votre lieu de travail, dans votre maison. Premièrement, elle est très pédagogique pour vous-même. Et la deuxième partie qui est importante, c'est que vous avez d'autres acteurs que vous allez éveiller. Les articles, les reportages que vous produirez ne seront pas simplement des mots sur papier, mais ils seront les reflets de la lutte pour la dignité et de la justice sociale. Ils informeront le public sur des sujets d'intérêt commun, ils inspireront les changements de comportement au niveau communautaire et surtout donneront une voix aux sans-voix. D'ores et déjà, La Femme en Moi a plus d'un tour dans son sac pour s'assurer de la mise en pratique des compétences acquises. Nous allons prochainement lancer une campagne de sensibilisation nationale durant les 16 jours d'activisme qui sera portée par les filles à travers différentes productions. Cette campagne sera l'occasion de toucher un large public et de sensibiliser notre communauté aux questions de violence sexuelle. Je voudrais réitérer mon engagement personnel à lutter pour un monde sans violence et pour le respect des droits humains, ici au Mali, au Sahel et partout dans le monde. Durant 72 heures, les couleurs ont jailli et conquis les pensées et le cœur. Des couleurs bien chaudes, comme ces câlins d'au revoir. 6e session du comité de pilotage conjoint du programme de réhabilitation des routes rurales à Gao et du programme de stabilisation de Ménaka. On fait le point avec Aoulusseini Touré. Ces 2 programmes visent le renforcement de la paix et de la stabilité dans les régions de Gao et de Ménaka. Leur financement total est d'environ 16 milliards de francs CFA. Le représentant de l'ambassade d'Allemagne au Mali dira toute la volonté de son pays de continuer à assister notre pays dans les domaines concernés. Ces programmes émanent de la volonté commune du Mali et de l'Allemagne de contribuer à la stabilisation et de promouvoir la paix dans les régions du Mali. Financés à hauteur de 34 millions d'euros, soit 22 milliards de francs CFA par la République fédérale d'Allemagne, à travers la KfW, ces programmes s'inscrivent en droite ligne par rapport aux besoins des populations pour leur développement socio-économique. Les travaux du comité de pilotage évalueront les résultats de part et d'autre ainsi que les programmes d'activité respectifs des 2 programmes. Le président du comité de pilotage a apprécié les efforts des équipes avant de les exhorter à faire plus pour atteindre les résultats escomptés. Le comité de pilotage se réunit aujourd'hui et doit non seulement faire le point de l'état d'avancement des différentes interventions effectuées d'octobre 2023 à septembre 2024 par les 2 programmes, mais aussi valider leur programmation jusqu'en fin 2024 pour le programme de stabilisation à Ménaka et 2025 pour le programme Piste pour la paix, dont l'objectif global est de contribuer à la stabilisation de la région de Gao à travers le développement économique par le biais de construction de routes rurales et d'activités connexes
visant à renforcer l'impact socio-économique des pistes construites a démarré sa seconde phase. Quant au programme de stabilisation de Ménaka, il a démarré le 1er décembre 2017. Signature d'un accord entre l'école de guerre du Mali et l'école nationale d'administration. Adam Maïga nous en parle. Désormais ensemble, main dans la main, pour promouvoir la résolution de la crise sécuritaire au Mali. C'est l'ambition affichée par l'école de guerre du Mali et l'école nationale d'administration qui viennent de signer un protocole d'accord. C'est le résultat d'une franche collaboration entre les deux écoles. Signer un accord de partenariat dans lequel nous allons travailler ensemble à réaliser une des missions essentielles de l'école qui est promouvoir l'approche globale des résolutions de crise, mais plus spécifiquement, question de défense et de sécurité. Nous formons des civils qui doivent travailler sur tous les terrains. Il leur manque un segment de compréhension, ces aspects de sécurité et de gestion de la crise. Donc c'est ce que l'école de guerre va nous apporter avec toute l'expertise. Pour joindre l'utile à l'agréable, des formations et des conférences seront organisées à l'endroit des cadres de la fonction publique de l'État, des cadres militaires et civils d'ici la fin de cette année. Action civilo-militaire des FAMA auprès des populations de Tombouctou. Le compte-rendu est de Idrissa Goulou Sissoko. Les populations des villages de Kouriomé dans la commune d'Alafia et du 8e quartier de Tombouctou sont les bénéficiaires des actions civilo-militaires de la 5e région militaire de Tombouctou. Dans une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, armée, police et sapeurs-pompiers, ces populations, plus d'une centaine, ont bénéficié de vivres et de consultations gratuites en 2 jours. Nous apprécions beaucoup ces dons alimentaires et médicaments que les FAMA nous ont offerts. Qu'ils en soient remerciés. Nous nous sentons considérés à travers ce geste. Que Dieu les protège et les assiste dans leur mission quotidienne. Cette synergie d'action permet de renforcer la cohésion et l'unité entre les forces de défense et de sécurité. Elle vise à apporter ce matin un soutien aux populations du village de Kouriomé et des victimes des récentes inondations liées dans ces villages. En plus de cela, ces actions civilo-militaires visent à rapprocher les forces armées et de sécurité à leur population. En plus de cette donation également, il y a une aide médicale dédiée aux populations malades. C'est juste renforcer les liens qui existent entre les différentes forces, parce que nous sommes sur le théâtre d'opération. Donc le renforcement de nos liens, d'abord ça renforce également les résultats qui sont obtenus sur le terrain. Les consultations gratuites et dons de médicaments sont toujours appréciées par les populations, occasion de soulager leurs souffrances. Aujourd'hui, c'est la dernière étape des actions civilo-militaires et des aides médicales à la population. Donc cette dernière étape concernait les 4 villages limitrophes de Tombouctou, en l'occurrence Ondoubombo, Toya, Kouriomé et aujourd'hui nous sommes à Kabara. À noter que nous avons consulté plus de 200 patients. La pathologie est fréquemment rencontrée présentement. Nous sommes à la fin de la saison pluvieuse, c'est le paludisme. Les populations saluent les efforts des FAMA pour le retour de la paix et de la sécurité. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le coût global des kits scolaires offerts par Adramali dans les cercles de Ségou et de Gourmararousse à travers son projet Action pour le renforcement des partenariats pour l'inclusion, la résilience et l'éducation. Honoré Tchenou, Karamoro Traoré, correspondance. C'est pour contribuer à pallier les difficultés des enfants vulnérables en leur permettant d'accéder à une éducation de qualité que l'ONG Adramali, à travers son projet Aspire, offre des kits scolaires à plus de 5000 enfants. La donation concerne 4 localités dans le cercle de Ségou et 2 localités dans le cercle de Gourmararousse. La présente remise symbolique constitue le lancement officiel de cette donation. Tout développement repose sur l'éducation. C'est ainsi que nous nous sommes engagés avec l'État malien à travailler du mieux que nous pouvons pour pouvoir réduire toutes les barrières qui empêchent les enfants d'être à l'école. Chaque enfant bénéficie d'un sac d'écolier contenant les outils nécessaires pour l'apprentissage. Le coût global des kits s'élève à plus de 20 millions de francs CFA. C'est une action sanitaire
pour ces enfants qui sont ici pour la plupart des familles démunies. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le partenaire Aspire qui a ses débuts, mais qui a déjà entrepris beaucoup d'actions en faveur de l'école et en renforçant les capacités d'abord de nos enseignants et cette fois-ci en lançant une opération de distribution de kits scolaires. En plus de cette donation, Adra Mali a établi des actes de naissance à une trentaine d'enfants dans le cercle de Ségou. Un nouveau projet humanitaire vient d'être lancé à Gao par le Conseil norvégien pour les réfugiés pour plus de 2 milliards de francs CFA, retrouvant Sambare Aïdara et Alassane Amadou. C'est dans l'optique d'informer et de partager les objectifs du projet, réponse humanitaire et réduction de la vulnérabilité des populations les plus impactées par les conflits et les changements climatiques, que les responsables du Conseil norvégien pour les réfugiés ont initié cet atelier de lancement. Ce projet posera des solutions concrètes pour relever ces défis en adoptant une approche intégrée des corps de compétences essentiels des NRC, y compris l'information, conseil et assistance juridique et la coordination humanitaire par le biais de FONGIM. Pour une mise en œuvre efficace et efficiente des activités du projet, les responsables du Conseil norvégien pour les réfugiés comptent beaucoup sur l'accompagnement des acteurs locaux. Je tiens à souligner que les attentes de ce projet ne seront pas comblées sans le soutien de nos partenaires locaux. Ensemble, nous pouvons créer un impact réel et transformer la vie de milliers de nos communautés. Les autres invitent à apporter des contributions et à formuler des recommandations en vue d'assurer une meilleure appropriation des enjeux et défis qui se présentent à nous dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets pour le bonheur de nos populations. Notons que ce projet sera exécuté par NRC et son partenaire local IAVES pour une durée de 2 ans dans les régions de Gao et Menaka. Il est financé par l'USAID à travers le Bureau de l'assistance humanitaire pour un montant de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Les cultures du village et les quêtes dans le cercle d'Achorat sont inondées suite à la montée des eaux. Sur une superficie enclavée de 40 hectares, 35 hectares ont été complètement engloutis par l'eau. Une mission d'évaluation pluridisciplinaire constituée des services techniques est allée constater la situation. Chefi Moulaï Dara était sur place. Impuissante face à la montée des eaux du fleuve, les habitants du village de Leket dans la commune centrale d'Achorat donnent l'alerte aux autorités. Aussitôt, une mission pluridisciplinaire composée de services techniques a été dépêchée par le gouverneur pour constater de visu la situation. On a trouvé que c'est un périmètre d'à peu près 120 hectares, mais c'est 40 hectares seulement qui a été emblavé cette année. Mais au regard du constat, nous avons constaté qu'il y a 35 hectares qui sont déjà inondés. Cette situation exige des mesures urgentes afin de venir circonscrire les dangers et assister la population qui risque une insécurité alimentaire. Mais il y a des mesures à prendre réellement parce que le bassin principal est très loin du fleuve, donc il cause réellement leur retard pendant la campagne agricole. Donc il faut un surcreusement du canal jusqu'au niveau du bassin et les accompagner en GMP motopompe et réhabiliter aussi carrément les réseaux d'irrigation. Et si possible même protéger les parties vraiment inondables par des digues de protection. Que tout le monde mette cette population-là dans leur visée. Que ce soit les partenaires techniques, que ce soit les services de l'État, que ce soit l'administration, que tout le monde les mette dans leur visée en les accompagnant parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas de production pour eux. La perte, elle est totale. Avant de quitter, l'équipe a rassuré les paysans que tout sera mis en œuvre pour trouver une solution durable. À Koulikoro, fin de l'atelier de formation de 5 jours sur les instruments budgétaires et comptables des collectivités territoriales. Le reportage de Djemba Moussa Konati. Au cours de cet atelier sur les instruments budgétaires et comptables des collectivités territoriales, les participants ont approfondi leurs connaissances sur la loi des finances, le budget primitif, le budget modificatif, la comptabilité publique, la comptabilité matière, les comptes administratifs et de gestion.
Cette formation devra leur permettre d'harmoniser les pratiques et habitudes budgétaires et comptables dans la région de Koulikoro. Les ressorties de nos échanges, entre autres, la nécessité d'harmoniser les pratiques et habitudes conformément aux textes en vigueur, d'inviter les représentants de l'État au niveau des collectivités territoriales à ce genre d'activité. Il est aussi revenu que les grands défis auxquels seront confrontés les collectivités territoriales, c'est la comptabilité patrimoniale et la mobilisation des ressources internes par les structures impliqués dans le recouvrement. Le gouverneur des régions, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a invité les participants à la bonne pratique des connaissances acquises durant la formation pour mieux gérer les dépenses publiques. Le contrôleur financier dans un système, c'est le désordre qui est constaté et les finances publiques ne sont jamais, en tout cas, gérées de façon optimale. Je pense que cette initiative du PIDRAS, qui est le partenaire financier et même technique, avec ses autres partenaires, sont à féliciter. Aussi, je profite de l'occasion pour dire qu'au niveau de la région de Koulikoro, la direction régionale du contrôle financier fait beaucoup de choses. Ça nous a permis d'avoir, en tout cas, le paiement régulier de certaines recettes. Les participants ont également passé au peigne fin les étapes de préparation, d'exécution et de contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Opération de révision des listes électorales. Le processus est en cours à l'hôtel de ville de Sikasso. Madame le gouverneur de la région était auprès de la commission administrative. Nous précise Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Par cette descente sur terrain, la chef de l'exécutif régional, accompagnée de plusieurs personnalités, veut constater le bon déroulement des opérations de révision. Je félicite quand même la commission, ils sont tous présents. Je trouve que la révision de ces listes électorales est une étape cruciale pour garantir la transparence et puis l'inclusivité de notre processus démocratique. Débutée donc en octobre, la révision des listes électorales est une activité traditionnelle conduite par les commissions administratives installées à cet effet dans chaque commune, pour mettre à jour les listes électorales de chaque circonscription en termes de radiation, de transfert et de régularisation. Pour la présente, la commission administrative de la commune urbaine de Sikasso a enregistré des résultats. À la date d'aujourd'hui, nous avons, en ce qui concerne le nombre de transferts, on a eu 416 transferts. Pour les radiations, 189. Et les validations, 1329. La seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'affluence. Des résultats qui peuvent être améliorés avec une participation plus accrue des potentiels électeurs. Il y a une timidité au niveau des partis politiques. Et des appels ont été lancés, des communiqués ont été effectués par le préfet. Je profite pour saluer les autorités d'avoir prolongé la date pour la radiation et puis la validation jusqu'au 30 novembre pour permettre aux citoyens de venir s'inscrire et puis faire ces cas de validation et puis de radiation. Un appel qui sera sans doute entendu par ceux qui traînent encore les pas. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Ségou pour présider la cérémonie d'inauguration du premier Orange Digital Center. Fousseini Samake Bassi Traoré, compte rendu. Orange Digital Center, premier du genre dans une région du Mali, est le fruit du partenariat entre l'Université de Ségou et Orange Mali. D'un coût de réalisation de près de 100 millions de francs CFA, ce Digital Center vise l'accompagnement des jeunes dans les domaines du numérique et de l'innovation technologique. Cela dans un monde où les nouvelles technologies sont indispensables pour l'entrepreneuriat et la promotion de l'employabilité. L'Université de Ségou s'engage en formant ses étudiants à des métiers, ouvrant la voie à la création d'entreprises et à leur auto-emploi. Voici là l'objectif visé par notre université en ouvrant Orange Digital Center Pro. En formant gratuitement les jeunes aux métiers d'avenir, en encourageant l'entrepreneuriat et en favorisant l'innovation, Orange Digital Center Club compte contribuer ainsi à créer une génération de professionnels et d'entrepreneurs prêts à relever les défis de demain. Et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
d'apprécier ces partenariats privés-publics en matière d'insertion des futurs diplômés de l'Université de Ségou dans les milieux professionnels. Ce centre est un lieu d'apprentissage, de formation, de partage, un lieu d'innovation, un lieu de production d'idées et un lieu de réalisation concrète de projets. Les métiers du numérique sont les métiers de l'avenir. Cette cérémonie d'inauguration a été aussi marquée par la présentation des activités d'Orange Digital Club de Bamako, créé il y a 3 ans, et la visite des installations de Orange Digital Club de l'Université de Ségou. Désormais, c'est Modibo Koli Keïta qui préside à la destinée du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, pour un mandat de 5 ans. CRI 2002 a tenu sa toute première assemblée extraordinaire à Bamako après le décès de l'ancien président feu Dr Abdoulaye Sall. Kassim Diallo, Mohamed Sidibé pour d'autres détails. Dans les soucis de définir les nouvelles politiques de l'organisation, les membres de CRI 2002 ont élu un nouveau président consensuel à l'issue d'une assemblée extraordinaire ce jeudi 7 novembre 2024. Modibo Koli Keïta avec son équipe a la lourde tâche de défendre des valeurs et l'héritage qu'a laissé fait Dr Abdoulaye Sall. Des valeurs qui s'articulent autour de la bonne gouvernance et qui devraient contribuer à la consolidation de la démocratie à travers l'organisation des élections régulières, libres, transparentes et justes. Un président qui a forgé les destinées de notre association CRI 2002, Dr Sall, nous a laissé un lourd fardeau, un grand héritage que nous devons tous conserver et préserver. CRI 2002 se fixe comme mission de lutter contre toute pensée et tout système qui mettent en danger les droits et libertés fondamentaux de la personne et la démocratie. CRI 2002, de sa date de création à nos jours, n'a cessé d'œuvrer pour une démocratie inclusive, n'a cessé d'œuvrer pour une bonne gestion des affaires publiques, n'a cessé d'œuvrer pour une gouvernance démocratique. Les recommandations issues de cette assemblée extraordinaire de CRI 2002 constituent une feuille de route pour les 5 prochaines années. Le président Modibo Koli Keïta dirige un bureau de 14 membres, dont 2 femmes, pour un mandat de 5 ans. Et si on s'arrêtait au Palais de la Culture, où la 5e édition des Journées Textiles Mali-Finou se poursuivent, la journée de ce samedi 9 novembre est marquée par une conférence sur le rôle et place des médias publics dans la promotion du textile malien, cas de l'ERTM. Le panéliste était le directeur de la radio rurale, Oumar Moussa Traoré, qui soutient que le rôle et la place de l'ERTM sont prépondérants dans la promotion du Mali-Fini. Compte rendu, Fademba Keïta. Les main-d'œuvre artisanales exposées dans différents stands sont des prouesses à vulgariser pour la promotion du textile malien en général et des Mali-Finou en particulier. L'engagement et l'implication des médias, notamment de l'ORTM, s'avèrent dans ce cas indispensables. La conférence inaugurale sur le textile artisanal portant sur le thème « Rôle et place des médias dans la vulgarisation du textile malien cas de l'ORTM » met en exergue les actes qu'il pose au quotidien. L'ORTM a un rôle extrêmement important à jouer dans la promotion du textile malien parce que tout simplement c'est un média de service public et nous avons vocation à travailler pour tous les Maliens, pour le Mali. L'ORTM doit soutenir cette initiative de Mali-Fini. Il faut continuer à susciter chez nos concitoyens le goût du port de nos costumes traditionnels. Nous avons voulu à travers cette conférence faire cas de la place des médias globalement, mais particulièrement de l'ORTM et les médias publics dans la promotion du textile, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme succès, comme acquis des journées textiles du Mali, c'est grâce à la presse malienne, presse publique et privée. Donc cette presse est beaucoup mobilisée pour nous accompagner. L'ORTM fait beaucoup, mais nous souhaitons inviter les responsables de l'ORTM à
à faire davantage parce que tous ces combats reposent sur la communication. Du point de vue de certains intervenants, un plus de leur thème ne sera pas de trop pour la promotion du textile malien. Leur thème, c'est la vitrine du Mali. Et quand on voit un présentateur de leur thème habillé en Mali fini, c'est juste un plaisir et un bonheur. Et à travers ce présentateur, beaucoup d'autres gens à la maison vont s'identifier à lui et essayer quand même de le faire. La tenue, pan d'une culture et l'identifiant d'un peuple. Tous les médias maliens se disent résolument engagés à la vulgarisation de nos textiles. Et on a entendu le message en culture toujours, avant-première du film long-métrage Fourou, l'œuvre de la cinéaste et réalisatrice Fatou Cissé. La fiction évoque le mariage forcé des jeunes femmes qui subissent des pressions sociales et environnementales. Ibrahim Kaoukounassi et Tchédje Kamara étaient à la projection. Tirée d'une histoire réelle, la réalisatrice Fatou Cissé met en scène, à travers cette fiction sociale, la triste histoire de deux jeunes filles célibataires. L'une est forcée par ses parents à se marier et l'autre est harcelée par les jeunes garçons du village. Alors, l'idée m'est venue parce que j'ai des proches qui ont vécu un peu le cas, car c'est tiré d'une histoire vraie. Et en plus de cela, quand j'étais jeune, je suis un peu passée dans ce truc-là comme Ami l'a vécu dans le quartier. Alors on te force à vouloir te marier, quand tu dis non, ça devient un problème pour toi. Fourou, le mariage, est projeté sous l'œil critique des professionnels du 7e art. C'est extraordinaire. Mariage forcé, vu sous un angle tout à fait original. C'est surtout ça. Parce que quand on voit Fourou, après, on se dit, on va parler de mariage forcé. On va tout de suite se dire, oh, encore mariage forcé, on a déjà vu ça, ça a été traité sous toutes les coutures. Mais là, j'invite les gens à aller voir ce que c'est. Je ne suis pas venu voir un film, je suis venu voir l'héritage de Souleymane Cissé et je ne suis pas du tout dessus. Le public est séduit par la qualité du travail de la réalisatrice et le talent des acteurs de ce chef-d'œuvre. J'avoue qu'à chaque fois quand je viens voir les avant-premières d'une production culturelle, je suis toujours impressionné. Surtout que ça se passe dans un contexte très spécial pour le Mali. Et je tiens à encourager vraiment toute la production. Et celle qui est vraiment la réalisatrice, qui est Fatou Cissé. Fourou, le mariage, est un film d'1h06. C'est une réalisation de Fatou Cissé, une jeune réalisatrice sur les traces de son père Souleymane Cissé. Je vous amène à la place de Koulikoroba, qui a servi de cadre pour l'association des anciens combattants de Koulikoro de tenir ce samedi une séance de lecture du Saint-Coran. Objectif, honorer la mémoire de feu capitaine Bakary Goïta et bénir les grades de généraux du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons d'armes, Boubacar Sissoko, Adama Sengari. La reconnaissance du mérite est un acte de foi, dit-on. C'est ce qui a motivé l'association des anciens combattants de Koulikoro à initier cette lecture du Saint-Coran. Elle vise non seulement à honorer la mémoire de feu capitaine Bakary Goïta, mais aussi pour bénir les grades de généraux du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Ce sont nos enfants prodiges. Donc ils méritent cette reconnaissance-là, on doit les accompagner. On ne peut rien faire que les accompagner par nos bénédictions. Donc c'est pour leur souhaiter que Dieu leur donne la force nécessaire pour enlever ce pays-là dans le gouffre. Le président de la transition et ses collaborateurs méritent cette promotion exceptionnelle, estiment les organisateurs. Les bénédictions qui sont formulées à cette occasion sont destinées à l'ensemble des forces de défense et de sécurité maliennes. Récompense pour leur élévation au grade de général d'armée pour le président et au général de corps d'armée pour les autres n'est qu'une récompense méritée. C'est parce qu'ils se sont sacrifiés pour le Mali. Ils se sont donnés corps et âme pour ce Mali. C'est pour cela que la récompense est bien nommée. Je suis très heureux pour la lecture du Coran à l'endroit de Assimi et ses compagnons. Ils sont devenus généraux. Si, au niveau de Koulikoro, cette initiative menée me réconforte davantage, et je prie le bon Dieu pour que les vœux soient exaucés.
À travers cette lecture du Saint-Coran, le bureau régional des anciens combattants de Koulikoro réaffirme son engagement à rester mobilisé derrière le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement. Et nous partons directement au Niger avec l'installation du comité d'organisation de la 45e édition du SAV national. Le ministre de la Jeunesse a présidé la cérémonie. Pascal Sessou-Gauthier, Suleiman Boubacar pour le reportage. Désormais officielle, la 45e édition du SAV national est prévue se tenir du 20 au 29 décembre 2024 dans la cité légendaire de Garmakoy. Prêt à relever ce défi d'une meilleure organisation de l'événement. Le comité national d'organisation du SAV national Cocoa 2024, sous la houlette de son président Abdourahmane Amadou, mettra tout en œuvre pour que l'ensemble des Nigériens vivent l'édition dans la joie. En prenant la mesure des attentes des Nigériens et du rôle éminemment important que joue la lutte traditionnelle dans le renforcement de la cohésion nationale, le gouvernement a placé cette édition sous le thème Zinkian Kassane Labou Sanino. Vous avez la lourde responsabilité, celle de satisfaire aux atteintes au point de vue du spectacle sportif, mais aussi tout en œuvrant au renforcement et à la consolidation de notre unité nationale. Jouant l'un des rôles très importants, et ce sur toute la chaîne, des offres de partenariat sont élaborées afin de permettre une campagne de communication large et efficace. La communication médias nationaux en ligne et par satellite, avec la RTN d'ailleurs, que nous saluons, dont la disponibilité permet de créer des espaces pertinents et des temps d'antenne au cœur de l'événement pour vous assurer une couverture suffisante et une large diffusion à travers des jingles, des spots, votre présence sur le plateau de Cocoa et une diffusion de chacun de vos messages. En marge de cette cérémonie inédite, des témoins de satisfaction officielle ont été décernés aux partenaires et aux sponsors ayant participé à la 44e édition du SAV national à Agadez et à la première édition de la Semaine culture à la Hada. À l'unisson, l'élan patriotique sera toujours en marche et Dosso 2024 sera un succès. Au Burkina Faso, voyons ce cross populaire civilo-militaire. Et c'est un compte-rendu de Haruna Kaboré et Joël Tendabdibika. Les forces de défense et de sécurité se sont jointes à la population de Fadan Gourma pour un cross populaire. Sur certaines artères de la ville, en passant par la route nationale numéro 4, ils ont bouclé 5 km suivi d'une séance d'aérobie sur la place de l'Unité. Pour le cross, j'ai estimé qu'il était bien qu'on fusionne nos idées et en faire une activité unique qui nous permettra le raffermissement des relations entre la population civile et leurs forces de défense et de sécurité. Faire corps pour une victoire très prochaine sur les terroristes. Ce cross populaire, civilo-militaire, marque symboliquement la clôture des activités du 64e anniversaire des forces armées nationales dans la cité de Yendabri. Nous avons remarqué entre-temps, en tout cas les civils avaient peur des militaires. Donc on a initié cette activité pour faciliter en tout cas le frottement entre civilo-militaires dans le cadre d'un cross populaire. Quelque chose qui peut aussi encourager nos FDS et nos VDP. Le fait qu'on est ensemble, on s'amuse, ça leur donne le courage de pouvoir bien travailler. Les organisateurs, en lançant la mobilisation à travers ce cross populaire, entendent promouvoir une armée républicaine unie avec la population. Il est dans la place, il est sur ce plateau. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Nia Le Traoré, bonsoir à tout le monde. Et on va parler de sport. Tout à fait.
On va commencer par le basketball. En première demi-finale de la Ligue africaine de basketball, l'élite 16 de la division Ouest, le Stade malien de Bamako gagne 80-59. Et oui, le Stade malien de Bamako et Al-Ali de Tripoli, l'affiche de la finale, puisque en deuxième demi-finale, les Libyens se sont imposés également. En première demi-finale, le Stade malien de Bamako est la première formation à se qualifier. Les Blancs de Bamako l'emportent 80-59 devant Kadi Sport Académie du Cameroun. En deuxième demi-finale, joué tout à l'heure, les Ivoiriens d'ABC ont été battus 76-80 par Al-Ali de Tripoli. Rappelons que les finalistes, c'est-à-dire le Stade malien de Bamako et Al-Ali de Tripoli, sont qualifiés pour la phase finale de la Ligue africaine de basketball BAL. Eh bien, la finale est prévue pour ce dimanche à partir de 19h GMT. Et l'URTM sera bien sûr sur place. Tout à fait, pour le résumé et pour le compte-rendu dans le journal de 20h. Merci. On va parler de hippisme. La Ligue du district de Bamako a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire. Tout à fait, la Ligue pilote, cette rencontre est une rencontre statutaire. Elle a pour but de faire le bilan de la saison écoulée et en même temps faire une projection sur la nouvelle saison 2024-2025. Cette assemblée générale de la Ligue du district de Bamako, de hippisme et du sport équestre, a été une occasion pour le président de la Ligue pilote d'appeler donc le monde du sport équestre de Bamako à plus d'engagement et de professionnalisme. Pour Mamadou Babasila, cette saison s'annonce déjà bonne avec l'engouement suscité autour. La Ligue envisage 30 journées avec à l'appui plusieurs grands prix. Notons que cette assemblée générale de la Ligue de Bamako annonce le début de la saison au niveau de la Ligue pour la saison 2024-2025. Voilà, je crois que c'est ce qu'on pouvait retenir pour l'actualité sportive de ce samedi. Eh oui. Et je vais vous garder avec moi, Abdul Karim Kaba. Je ne sais pas si vous aimez la lecture. Tout à fait. On a de nouvelles parutions avec ces 3 livres que vous allez voir sur l'écran. Le premier était un roman de Oukaba intitulé Mélégué, l'homme résigné, en 82 pages. L'auteur retrace la vie d'un homme qui a perdu son unique enfant à l'étranger, poussé par sa mère à emprunter la voie de l'immigration. Dans cet ouvrage, Oukaba aborde des sujets comme les méfaits de l'immigration clandestine, la soumission de la femme à son époux, entre autres. La deuxième parution, en août 2024, était un roman de Mohamed Abdellahi El Khalil. Ce livre de 94 pages est intitulé Sidi et les frontières de l'amour. Comme son nom l'indique, l'auteur nous parle justement d'amour. Il nous plonge dans l'intimité d'un couple, Sidi et Mouna, confrontés aux aléas de l'amour interculturel. Et à toutes les muses est le titre du 3e livre. Celui-ci est un recueil de poèmes de Fatoumata Keïta, que nous connaissons bien, en une trentaine de poèmes comme La vie et si nous faisions le plein, Appel à la nuit, entre autres. Elle aborde diverses thématiques, notamment l'amour de la patrie, la lutte et la mort. Voilà, Abdul Karim Kaba, j'espère que vous allez choisir un parmi ces parutions, un livre parmi ces parutions. Pourquoi pas les 3 d'ailleurs? Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous, on se retrouve demain. Inch'Allah. Et un grand merci à tous nos téléspectateurs pour votre aimable attention. Je vous dis demain à 20h, après bonne suite de programme à notre compagnie. Un grand merci à nos téléspectateurs de Taoudeni, Eleket et d'Ashurat. Bonsoir à tous. Abdul Karim, merci. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies.
nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Avec Megawin, ta voiture de rêve est enfin accessible. Grâce à la Méga Tombola Megawin, deviens propriétaire d'une somptueuse voiture pour démarrer la nouvelle année en festivité. Extraordinaire, n'est-ce pas? Tente vite ta chance en envoyant WIN par SMS au 37 445 à 100 francs seulement. En attendant le gros lot, tu peux toujours gagner 300 000 francs chaque semaine. Plus tu joues, plus tu augmentes tes chances de décrocher ce prix incroyable. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Orange est là. Djiki Fate.